en titre. C'est notre dossier ce matin. Je vous emmène en République démocratique du Congo. Virginie Belaïch, bonjour, vous allez nous en parler. Pinchas Shadaï, merci à vous d'être sur notre plateau ce matin. Bonjour. Vous êtes président du Parti socialiste congolais et c'est sous cette bannière que vous serez donc candidat à l'élection. On ne saura pas forcément quand elle aura lieu, mais en tout cas, vous serez candidat. Alors, retour historique, 16 mai 1997. Il y a tout juste 20 ans, Laurent-Désiré Kabila et ses troupes entraient au Zaïre. Le pays devenait la République démocratique du Congo. C'est la fin du règne de celui qu'on appelle, Virginie, le léopard. Oui, effectivement, Nathalie, celui qui régnait en maître sur le Zaïre. Il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque de Mobutu, à la télévision officielle, avant chaque édition du journal, on y voyait Mobutu sortir des nuages, toque en peau de léopard vissé sur la tête. Ça donnait l'impression d'un être surnaturel. Mobutu, le soleil, c'était un de ses surnoms. À l'origine, il était là pour 5 ans. Il va régner 32 ans. Il devient le maréchal président en 1982. Et en 71, la même année, il décide de la décolonisation culturelle. Ce sont les 3 Z. Il renomme à la fois le pays, le fleuve et la monnaie sous le nom de Zaïre. Il veut créer un costume, il veut créer une version zaïroise du costume occidental. Donc on ne s'habille plus comme on veut. Les prénoms sont choisis selon un rite très précis. Ce sont des prénoms d'origine africaine et locale et non plus chrétien. Lui devient Mobutu Sese Seko, le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter, sauf un qui va l'arrêter, vous le disiez tout à l'heure, c'est Laurent-Désiré Kabila. Nous sommes en 97, pardon. L'ex-opposant était réfugié en Tanzanie. Il rentre dans Kinshasa le 16 mai. C'est la fin de Mobutu qui quitte le pays. Il va à Rabat en exil. Il mourra 4 mois plus tard. Alors Virginie, Mobutu, c'est un dictateur au culte de la personnalité très fort. Et puis son but finalement, c'était de donner ses lettres de noblesse au Zaïre. Oui, il voulait que les gens sachent situer le Zaïre sur la carte. Et pour ce faire, il va faire un coup de génie. Le plus grand combat du siècle de boxe organisé de tous les temps, il va l'organiser chez lui le 30 octobre 1974 à Kinshasa. Il oppose Georges Foreman, vous le voyez à l'écran, la machine à KO de l'époque, incontestable champion du Noplard, face à Mohamed Ali. C'est Mohamed Ali qui va l'emporter dans les cœurs et sur le ring. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce combat, c'est avant tout l'idée d'un homme, Don King. Le promoteur, il a l'accord finalement des 2 champions. Vous le voyez à l'écran avec sa coupe de cheveux inimitable. 5 millions de dollars chacun, c'est ce que veulent les 2 boxeurs. Le seul problème, c'est qu'il faut de l'argent. Don King, il n'en a pas. Alors il décide de s'associer à un pays. L'Angleterre est un temps intéressée, mais finalement c'est Mobutu qui l'emporte. Mobutu, il sait que organiser finalement ce combat, ça va lui permettre de promouvoir sa patrie, accentuer évidemment son culte de la personnalité. Il y aura un grand concert qui sera organisé, un festival de musique, énormément de vedettes seront là, James Brown, B.B. King, Manu Dibango, mais sous les paillettes, il ne faut pas oublier, il y aura du sang, des centaines d'opposants sont massacrés sous le stade où vont concourir les 2 hommes pour ce plus grand combat du siècle, et Mobutu ne sera même pas là, il le regardera à la télévision. Il ne sortait plus à l'époque, il avait peur pour sa sécurité. Alors Virginie, 20 ans après la mort du Congolais, là je m'adresse à vous Pinchas, et des Congolais qui sont nostalgiques de la grandeur perdue du Zaïre, quitte à finalement, et Virginie nous le rappelait, passer sous silence certains crimes du régime. Le culte de cette personnalité, vous l'avez vécu, vous, il s'exprimait comment? Je l'ai vécu d'une manière assez particulière, puisque à l'époque au Congo, il y avait une tradition qui était qu'à chaque récréation, il fallait que les élèves sortent dans la cour et on lève le drapeau et on chante l'hymne national. Et j'étais parmi un peu les bons élèves, pour dire ça humblement, et je me suis retrouvé souvent à être celui qui hissait le drapeau haut du Congo, enfin du Zaïre de l'époque. Mais ça, c'est un souvenir personnel. Mais pour mes parents, ça a été, comme l'a dit Virginie, une période assez difficile dans laquelle il a fallu chercher l'exil pour donner un avenir meilleur aux enfants, mais aussi à eux-mêmes. Ce qui est ambivalent, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a des nostalgiques de cette période-là qui, entre guillemets, revendiquent le fait de dire que, à l'époque, le pays avait une situation économique, politique stable. On n'avait rien à envier à l'Europe. Et le problème, c'est que ces personnes-là, aujourd'hui, sont les témoins d'une déchéance totale du pays. Alors on continuera à en parler dans quelques instants, mais là-bas, aujourd'hui, Joseph Kabila qui avait promis la tenue d'élections en novembre 2016, eh bien force est de constater qu'elles n'ont pas eu lieu. Elles ont été un temps repoussées à la fin 2017, sauf qu'entre-temps, les violences de groupes armés dans le centre du pays pourraient à nouveau les voir reportées. Laure Lévy a fait le point en images, on en reparle juste après.
Le Premier ministre congolais Bruno Tshibala part en campagne. Il multiplie ce mardi les rencontres. Objectif, la tenue d'élections promises par le président Kabila. Un scrutin dont la date n'est toujours pas fixée. Nous nous sommes retrouvés au dialogue politique de la CENCO pour nous mettre d'accord. Donc trouver un compromis en vue d'aller à des élections suivant un nouveau calendrier qui nous sera présenté par la CENI. Des élections qui semblent compromises pour plusieurs raisons. 1,5 milliard de dollars sont nécessaires pour financer ce scrutin tant attendu et éviter toute ingérence étrangère dans le processus démocratique. Nous ne voyons pas d'inconvénient, ce qui est un appoint qui viendrait de nos partenaires, mais nous allons mettre tout en œuvre pour mobiliser les ressources financières internes en vue de financer les élections. Les élections deviennent la priorité des priorités pour mon gouvernement. Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre vendredi dans le cadre d'un accord conclu en décembre dernier par la majorité et l'opposition. Cet accord prévoit notamment le maintien de Joseph Kabila à la tête du pays jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur. Autre problème de taille, la situation sécuritaire. Les violences persistent dans le centre du pays et les experts mettent en garde. Un nouveau report risquerait de déclencher une nouvelle vague de manifestations. Le Congo n'a connu aucune transition démocratique depuis 1960, année de son indépendance. Alors aujourd'hui, Pinchas, vous êtes candidat à cette élection présidentielle dont on l'a vu, la date n'est pas encore fixée. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur votre parcours. On vous voit ici en Israël, vous habitez ici à Jérusalem, vous briguez donc la présidence sous la bannière du Parti socialiste, vous vous êtes converti au judaïsme. Est-ce que ce parcours, votre parcours, il passe par là aussi, par cette conversion, par votre présence ici en Israël? Les deux éléments sont indivisibles. Mon parcours est comme celui de tout Congolais qui a dû se retrouver en exil et mettre mettre en avant la caractéristique des Congolais qui est bien s'intégrer, être un peu pacifique. Donc mes parents m'ont poussé à être bien intégré, à avancer le maximum possible dans les études. J'ai fait un doctorat en France et dans mon parcours un peu plus personnel, qui n'est pas égal à tous les Congolais, j'ai rencontré le judaïsme. Et dans le judaïsme, c'est un peuple, mais aussi un pays. Et en arrivant ici, il y a un élément qui m'a reconnecté à mes racines, c'est l'amour la revendication que chacun a de ses origines. On a des juifs de Tunisie, de Pologne, de Maroc. Du Maroc, moi je disais, bon, moi je suis un juif de France, mais bon, est-ce que vraiment je connais la culture française? Et petit à petit, cette envie, cet amour, cette connexion indivisible que j'ai pour le Congo et pour l'Afrique est renée. Et de là, je me suis dit peut-être qu'il est temps de donner corps à tout cet amour-là et d'avancer concrètement dans un projet. Est-ce que vous avez le sentiment que dans ce projet, être juif, pratiquant, ça peut être un obstacle? Je pense pas. Ceux qui réfléchissent ainsi, c'est sûrement ceux qui ont une ignorance totale du ras-le-bol des Congolais face à la situation. 17 ans d'une déchéance économique, politique, qui font qu'aujourd'hui, ils sont à la recherche de toute main tendue. Et la main tendue que nous, on propose en tant que parti, c'est non pas seulement une main tendue, mais aussi un programme qu'on appelle les 10 contrats, qui ont la volonté de reconstituer le pays, de remettre en guillemets de la confiance entre les politiques et les Congolais, mais aussi de leur donner un moyen de les vivre, ces 10 contrats-là, d'une manière totalement structurée, avec un projet qui est financé, qui est crédible. De toute l'opposition à l'heure actuelle, nous sommes les seuls qui sommes capables de dire, voilà, on a un projet, et on sait comment le financer. Et c'est pour ça que je pense que celui qui dit que cet aspect-là est un problème, c'est parce qu'il est à l'extérieur du pays et qu'il n'a pas conscience des problèmes qui traversent le Congo à l'heure actuelle. Pinchas Shadai, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin et de continuer cette interview. Tu seras juif, mon fils, Pinchas Shadai, candidat du Parti socialiste à la présidence congolaise. Donc, difficile de dire.